Original. Bonjour Maître Kilolo. Bonjour et merci de m'accueillir sur votre plateau. Maître, si nous avons invité cet après-midi, c'est parce que nous avons quelques inquiétudes par rapport à la situation actuelle politique au Congo. Aux dernières nouvelles, le président Kabila a porté plainte contre le gouverneur Moïse Katumbi et certains de ses anciens collègues. Voilà. Quelle est votre lecture par rapport à ces faits? Eh bien, il faut dire que j'ai pris connaissance, comme beaucoup d'autres à travers les médias, de ce qu'un courrier avait été adressé au procureur général de la République démocratique du Congo à Kinshasa, émanant du président Kabila. J'en ai été surpris et d'emblée je me suis posé un certain nombre de questions. Tout simplement parce que le procédé qui a été utilisé pour porter plainte contre ces différentes personnalités sort du cadre habituel qui est tracé par la loi, qui est tracé notamment dans le code de procédure pénale. Il est vrai qu'un gouverneur de province peut être poursuivi pénalement pour des infractions à la loi par la Cour de cassation de la RDC à Kinshasa. Mais seulement le mode par lequel l'on saisit la justice pénale pour le poursuivre, généralement c'est de deux manières. Soit c'est le procureur général lui-même qui reçoit des plaintes ou des dénonciations des gens, qui s'informent, qui ouvrent effectivement une enquête. À travers ces enquêtes, il peut faire un certain nombre d'actes. Il peut notamment convoquer des témoins ou les suspects pour les entendre, pour la manifestation de la vérité. Ces personnes sont d'ailleurs obligées de répondre à ces convocations. Dans le cas contraire, il a la possibilité de délivrer ce qu'on appelle un mandat d'amener, c'est-à-dire d'envoyer la force de police pour, par la contrainte, prendre les personnes convoquées et les ramener devant son office pour être entendues. Il a même la possibilité de demander la délivrance à titre préventif d'un mandat d'arrêt, ce qui ne peut être délivré que s'il y a des indications ou des craintes fondées que la personne suspectée risque de quitter le territoire de la RDC pour prendre la fuite et se soustraire à la justice, ou tout simplement, si la personne laissée en liberté risque de faire des pressions sur des témoins et finalement empêcher la manifestation de la vérité. Mais pourquoi Kabila ne l'a pas fait? Est-ce qu'à ce stade, à cet instant, donc quelqu'un comme Moïse Katumbi ne peut plus quitter le Congo? Eh bien, on n'en est pas là. Le simple fait que une demande d'enquête soit adressée au procureur général de la République ne veut pas dire automatiquement que la personne suspectée ne peut pas quitter le territoire. La personne reste libre de ses mouvements. Mais seulement sur le plan juridique, il n'est pas exclu que le procureur général de la République demande à un juge de délivrer un mandat d'arrêt en vue de la détention préventive, ou alors tout simplement de le laisser en liberté, mais moyennant des conditions. Ça peut être une assignation à résidence, auquel cas il lui serait interdit de quitter son domicile, ou alors tout simplement une interdiction de quitter les limites territoriales d'un espace donné de la République démocratique du Congo, qui peut se limiter à la ville de Lubumbashi, à la province du Katanga, ou même simplement de ne pas quitter les limites du territoire de la République démocratique du Congo. Voilà concrètement comment ça peut se passer. Mais le problème qui se pose ici, c'est que il est étonnant que ce soit un conseiller spécial du président de la République qui adresse un tel courrier au procureur général de la République, puisque en principe, il appartient au procureur général de la République d'engager directement lui-même les poursuites sur base des informations qu'il reçoit, ou alors, tout simplement, il appartient au nom du gouvernement, au ministre de la Justice, de déférer un cas
devant le procureur général de la République, ou même encore lui donner ce qu'on appelle une injonction positive, c'est-à-dire un ordre administratif par lequel le ministre de la Justice enjoint au procureur général de la République d'engager des poursuites contre une personne déterminée. Mais que ce soit un conseiller spécial à la présidence de la République qui le fait, c'est assez curieux. Et donc ça pose, sur le plan juridique, un certain nombre de questions. Est-ce qu'il y a un dédoublement fonctionnel du gouvernement congolais? Avons-nous aujourd'hui au Congo deux ministres de la Justice, le ministre officiel connu du gouvernement et un autre ministre parallèle attaché à la présidence de la République? Alors si ce n'est pas le cas, dans ce cas, on peut se demander, est-ce que le président Kabila a tout simplement fait ce qu'on appelle une simple dénonciation des informations qui lui auraient été rapportées par des tierces personnes? Mais là aussi, si c'est le cas, il est étonnant que cela soit fait au vu et au su de tous, au mépris même du secret de l'instruction. Parce que la bonne gestion des dossiers aussi sensibles veut qu'une telle plainte se fasse dans le plus grand secret pour justement assurer le bon déroulement des enquêtes. Voilà en tout cas la première question que je me suis posée en tant que juriste. Mais pourquoi cette vice de procédure? Pourquoi à un tel niveau d'État on fait encore des fautes pareilles? C'est une question effectivement que vous me posez. Beaucoup de personnes se sont penchées sur 4 conséquences des actions qui pourraient être engagées aujourd'hui, que ce soit contre le gouverneur Moïse Katumbi ou d'autres personnalités congolaises. Première conséquence, c'est le fait que si jamais ces personnalités sont réellement poursuivies et que ces poursuites aboutissent à une condamnation, cela peut entraîner, en vertu du code pénal congolais, des peines de servitude pénale, c'est-à-dire de peines d'emprisonnement qui peuvent aller de 10 ans, voire même 20 ans d'emprisonnement. Donc voilà déjà une première conséquence concrète que ça peut entraîner. Deuxième conséquence concrète, c'est aussi que le juge peut décider une interdiction du droit de vote et du droit d'éligibilité, et même aussi une interdiction d'accès à des fonctions publiques pour ces personnalités. Est-ce que ce n'est pas ça le but, d'empêcher quelqu'un comme, par exemple, Moïse Katumbi d'être un challenger potentiel? Eh bien, ces questions, effectivement, ont été posées par un certain nombre de juristes qui ont d'ailleurs aussi constaté que la loi électorale elle-même, dans les conditions d'éligibilité d'un Congolais à la fonction présidentielle, notamment, prévoit des cas d'exclusion dans lesquels une personne ne peut même pas déposer sa candidature aux élections présidentielles. C'est par exemple une personne qui a encouru récemment une condamnation pénale, parce qu'il faut savoir que dans les critères du dossier à déposer pour se présenter au suffrage présidentiel, il faut justifier notamment d'une attestation de bonne vie et mœurs, donc concrètement un casier judiciaire qui soit vierge. Donc effectivement, cela pourrait avoir comme conséquence directe d'empêcher, bien entendu, certaines personnalités de se présenter à certains niveaux d'élections prochaines. Mais vous qui avez vécu de près le procès et la condamnation, le procès de Jean-Pierre Bemba et son emprisonnement, est-ce que ce n'est pas pour vous du déjà-vu, quelque chose qui se répète par rapport à 2006? Alors, il faut dire ceci. Ce qui est important, c'est de dire que il va de soi qu'il est bon que cesse la corruption, le détournement de deniers publics, la fraude, qui constituent des maux qui amènent à la souffrance des populations dans nos pays, parce que c'est finalement de l'argent qui aurait pu être recueilli dans le trésor public pour le bien-être de tous en RDC, qui sont détournés par de nombreuses personnes. Alors, mais toute la question que vous me posez aujourd'hui, c'est celle finalement de la légitimité
des initiatives qui sont prises aujourd'hui par le président Kabila pour engager en ce moment précis de telles actions. Là, alors, la question qui se pose, c'est d'abord la question du choix du moment. Est-ce que le moment est bien choisi? Il faut savoir que lorsqu'on initie une action judiciaire sur le plan pénal, eh bien, dans ce qu'on appelle la gestion de la politique criminelle dans un État, on choisit toujours les types d'infractions, les types de crimes à poursuivre, et on choisit aussi les moments. Et maintenant, c'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir, mais dans la mesure où nous sommes quasiment à la veille des élections, dans la mesure où aujourd'hui des personnalités comme Moïse Katumbi et sans doute d'autres pourraient potentiellement se présenter au niveau des élections présidentielles, est-ce qu'il est indiqué de la part d'un chef de l'État qui a tout un bilan à justifier devant le peuple, d'engager une action dans laquelle lui-même pourrait se retrouver en conflit d'intérêts et qui a pour conséquence immédiate d'éliminer à l'avance un candidat potentiel aux élections présidentielles? C'est une grosse question qui se pose, et je crois pouvoir vous dire aujourd'hui qu'il me semble que les garanties d'assurer un procès équitable dans cette affaire ne sont pas fournies. Tout simplement parce que la grosse question sera celle de savoir est-ce que le gouverneur Moïse Katumbi et bien d'autres pourraient bénéficier de la présomption d'innocence. Ne s'agit-il pas, à travers ce courrier, d'un message qui est adressé à la justice pour dire voici une personne qui est coupable des faits que je dénonce? Est-ce que toutes ces personnes aujourd'hui poursuivies éventuellement pourraient bénéficier d'un accès libre à l'ensemble du dossier du procureur général de la République, y compris les circonstances dans lesquelles le président Kabila a pu recueillir ces informations et les transmettre via son conseiller spécial au parquet général de la République? Est-ce que les avocats de ces personnes auront la possibilité de mener librement la défense de leurs clients, y compris la remise en cause éventuelle du chef de l'État actuel par rapport à des faits de corruption, de fraude douanière, de détournement des deniers publics qui sont allégués? Aujourd'hui, tous les juristes s'accordent pour dire que le président Kabila se trouve en conflit d'intérêts et qu'il conviendrait, pour une bonne gestion de la politique criminelle dans cette affaire, de laisser les initiatives judiciaires aux prochaines autorités qui seront issues des élections. Est-ce qu'il a vraiment envie de partir? Parce que en analysant dans les faits, on voit que c'est plutôt dans le but de se maintenir et d'écarter les autres candidats que toutes ces actions sont menées. Eh bien, je ne veux pas me prononcer évidemment sur un aspect dont je n'ai pas aujourd'hui tous les éléments. Mais ce que je dois constater, c'est qu'il est inopportun de la part du chef de l'État actuel d'initier de telles procédures, tout simplement parce qu'il faut laisser cela aux prochaines autorités qui seront issues des élections, qui auront une nouvelle légitimité pour agir et pour notamment engager de telles actions. Il faut savoir qu'il y a aujourd'hui, sur base d'un certain nombre de rapports d'ONG au niveau international qui parlent de pillage de ressources de la RDC, il y a de fortes raisons de penser que le président Kabila lui-même pourrait se retrouver très prochainement devant la justice en RDC ou même sur base des compétences internationales devant d'autres juridictions pénales pour se défendre lui-même et s'expliquer par rapport à un certain nombre des faits liés à la gestion de la République démocratique du Congo durant sa présidence. Donc voilà en tout cas ce qui me semble aujourd'hui qu'il faille faire, c'est de garder la sérénité, laisser la possibilité aux différents candidats aux élections présidentielles de pouvoir se présenter
et de laisser les choix du peuple congolais s'exprimer librement, à charge bien entendu pour les nouvelles autorités politiques de mener parmi leurs priorités des actions judiciaires pour que finalement la vérité soit dite, que la justice soit faite par rapport bien entendu à un certain nombre des mégestions et de malversations financières qui ruinent profondément la République démocratique du Congo. Maître, nous avons suivi la réaction du gouverneur Moïse Katumbi qui dit qu'il n'a rien à se reprocher et si c'était le cas, il allait prendre ses responsabilités. De quelle, selon vous, responsabilité s'agirait-il? Eh bien, tout ce que moi je peux constater, c'est que lorsqu'une personne est poursuivie officiellement, sa toute première responsabilité, c'est de livrer sa part de vérité. Et donc, il me semble que un tel propos émanant d'une personnalité politique de premier rang qui est remise en cause pénalement, ça veut simplement dire qu'au moment venu, il exercera pleinement ses droits de défense en disant ce que lui sait de la gestion ou de la mégestion de la RDC. Cela peut aussi être un signal au président Kabila pour dire, ben, écoutez, j'ai effectivement des choses à dire, puisque vous m'en donnez l'occasion devant la justice, je le dirai. Mais là encore, beaucoup des juristes se disent, mais est-ce que le président Kabila n'est-il pas lui-même en conflit d'intérêts? Est-ce que la défense, éventuellement, du gouverneur Moïse aura la possibilité de s'exprimer, même au risque de mettre en cause le président Kabila en dénonçant tel ou tel fait qui pourrait être mis, le cas échéant, à sa charge? Voilà toutes les questions qui se posent, et il est vrai que c'est du plus grand intérêt que des procès soient menés pour des faits, des détournements, des fraudes ou des corruptions, mais je pense véritablement qu'à quelques mois des élections présidentielles, il est important que dans un climat apaisé, la population puisse d'abord en priorité choisir ses prochains dirigeants et que la charge soit donnée au prochain ministre de la Justice, bien entendu, d'initier toutes les procédures qui s'imposent à cet égard. Maître, selon vous, d'où vient cette mésentente, cette guerre qui est en train de naître entre les deux membres, je peux dire, du PPRD? Parce que d'aucuns disent que c'est un montage politique pour essayer de fabriquer un opposant qui serait le Moïse Katumbi, un peu comme à l'époque de Mobutu et Tshisekedi. Mais quelle est la part de vérité dans ces propos? Vous pensez réellement que c'est sincère ou c'est une vraie bataille politique qui s'engage? Écoutez, je suis placé dans une situation très inconfortable par votre question, en ma qualité évidemment d'auxiliaire de justice. Il faut savoir que, puisque nous parlons de droit, eh bien, il existe dans le code pénal ce qu'on appelle l'imputation dommageable, c'est-à-dire le fait d'imputer un fait précis à une personne qui pourrait amener soit à le livrer au mépris public ou de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation, est un fait évidemment qui est infractionnel. À défaut d'avoir d'autres éléments précis, je ne saurais pas évidemment vous donner tous les détails de cette question difficile, mais il va de soi que les développements de cette affaire dans les prochaines semaines nous permettra bien entendu d'y répondre avec plus de précision et de sérénité. Mais pensez-vous que c'est encore possible qu'on ait un dénouement, on peut dire, amiable ou pacifique à cette histoire? Où allons-nous avec tout ça? Eh bien, il va de soi que nous allons vers une crise institutionnelle dans la mesure où un chef de l'État qui finalement, en fin de mandat, je dirais presque attend la fin de son mandat pour dénoncer des faits de corruption à charge de ceux-là même qui ont été et qui sont encore pour beaucoup ses collaborateurs depuis
toutes ces dernières années... Comme un capitaine qui veut couler avec son bateau ou... En tout cas, ce qui est certain, c'est que je ne vois pas comment est-ce qu'une procédure pénale peut être engagée contre l'ensemble de ces personnalités sans que le président Kabila lui-même soit appelé aussi à la barre pour s'expliquer des faits auxquels il sera très difficile de le dissocier. Donc voilà en tout cas ce qu'il faut dire. Mais je me réjouis quand même à travers ce débat que la grande question de la corruption au Congo soit remise sur la table. Parce qu'aujourd'hui, il me semble que beaucoup de Congolais ne sont pas informés sur le fait que lorsqu'on est un mandataire public, on n'a pas le droit de recevoir des dons, de l'argent, des promesses contre des avantages que l'on pourrait accorder à une société commerciale ou autre. Je vous donne un exemple, on peut être PDG d'une société para-étatique quelconque au Congo, on veut commander des véhicules pour la société. On a le choix entre plusieurs sociétés, entre plusieurs vendeurs. Eh bien, vous allez voir que le PDG peut facilement décider d'octroyer le marché à telle société plutôt qu'à telle autre, parce que telle société, en plus, lui remet une enveloppe ou lui fait un don d'un véhicule supplémentaire à titre privé. Alors, les gens ne comprennent pas que tout cela, évidemment, c'est de la corruption, que c'est punissable devant la loi. Donc je pense qu'effectivement, c'est vraiment l'occasion qu'un jour, finalement, des procès aient lieu et que la pratique de corruption, la pratique de malversation financière, la pratique des détournements des fonds publics puisse finalement prendre fin un jour en la faveur d'un grand procès judiciaire. Est-ce que c'est vraiment possible? Cela est possible. Qui n'est pas corrompu au Congo, en tout cas dans les politiques? Cela est possible, mais cela ne pourra se faire que en inscrivant dans les priorités du prochain gouvernement issu des élections, eh bien, des actions judiciaires concrètes à mener contre tout ce fléau de corruption et de malversation en République démocratique du Congo. Mais dans l'état actuel, nous risquons de nous retrouver finalement face à un procès qui ne serait pas équitable et qui finalement n'aura pas rendu service au peuple congolais. C'est prématuré d'engager en fin de mandat ce type d'action. Et quel est le parallélisme, pour terminer, qu'on peut faire entre cette affaire Kiné et l'affaire Bemba, qui est maintenant enlisée depuis pas mal d'années? Eh bien, il faut savoir que le sénateur Jean-Pierre Bemba attend prochainement, et sans doute dans les prochaines semaines, en tout cas une décision qui devrait être prise. Lorsque vous regardez au niveau de la CPI, le délai d'attente le plus long entre le jour où l'affaire est prise en délibéré, c'est-à-dire que les dernières plaidoiries finales sont clôturées, et le jour où la sentence est prononcée par la CPI, ça a été à peu près 7 mois. D'ailleurs, je dirais même 6 mois et plus ou moins 20 jours. C'était le cas de M. Thomas Lubanga. Aujourd'hui, nous sommes au mois de juin, nous approchons vers la fin de ce mois, donc on est déjà à plus de 7 mois depuis que l'affaire Jean-Pierre Bemba a été prise en délibéré. Cela veut dire aussi que dans les prochaines semaines, on devrait s'attendre à une décision qui soit prise. Nous savons tous qu'à l'origine de l'affaire Jean-Pierre Bemba, il a été question de façon très claire, et cela ne faisait l'ombre d'aucun doute, qu'il s'agissait d'écarter de la scène politique un adversaire qui était gênant, qu'il était d'abord initialement en tant que chef de file, ou en tout cas principal leader de l'opposition, mais qui continue encore à l'être pour demain, en tant que une personnalité qui semble aujourd'hui représenter une alternative au pouvoir actuel de Kabila aux élections présidentielles. Ne mettons pas la charrue avant le bœuf.
laissons bien entendu la primeur de leur décision aux juges de la CPI, d'autant plus que nous sommes tout de même à quelques semaines d'une décision importante qui pourrait être prise dans le cadre de cette affaire. Et si jamais il est libéré, Jean-Pierre Bemba, par rapport à son casier judiciaire ici, européen, ça ne compte pas au Congo, est-ce que lui pourrait quand même, malgré ce casier judiciaire, se présenter comme candidat potentiel? Eh bien, il faut savoir que le sénateur Jean-Pierre Bemba, après avoir fait environ 7 ans de procédure pénale à la CPI, n'est fait l'objet d'aucune condamnation. Donc ça veut dire qu'il peut, bien entendu, déposer sa candidature aux élections présidentielles et cela ne poserait absolument aucun problème. S'il n'est pas condamné. S'il n'est pas condamné, et à ce jour, il ne l'est pas. Et je n'ai d'ailleurs pas d'indication qui me permettrait de penser qu'il le soit, puisqu'un certain nombre d'experts me disent tout le contraire et appréhendent avec beaucoup de sérénité l'issue de ces débats dans l'affaire Jean-Pierre Bemba. Mais comment on peut garder quelqu'un 7 ans sans ni le condamner, ni le libérer? Il faut reconnaître qu'il y a eu beaucoup de tergiversations de la part du bureau du procureur de la CPI qui était en mal d'apporter des éléments de preuve à charge et qui n'a pas eu d'autre finalement choix que de tergiverser en donnant des versions d'accusation totalement différentes et contradictoires. Pendant 7 ans, c'est normal ça? Eh bien, d'après la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg, le délai commence à sembler déraisonnable. Attendons voir évidemment la décision finale qui sera prise. Et pour terminer, Maître, par rapport à tout ce qui s'est passé, vous croyez encore aux élections en 2007? Mais je dirais simplement en un mot, pour en terminer, qu'il n'est pas question d'engager quelque dialogue que ce fut en réalité. Les textes sont clairs. Tout le monde sait ce qu'il faut faire pour aller aux élections présidentielles. Il faudrait que très rapidement, que tout le monde soit fixé, que les dépôts des candidatures s'effacent librement, que le président Kabila comprenne qu'il ne peut plus se présenter aux élections présidentielles, qu'il ne peut plus prolonger sous quelque prétexte que ce soit son mandat et qu'il faut effectivement laisser la place à celui ou celle qui sera élu prochainement par la population congolaise. Parce qu'il faut savoir aussi que empêcher finalement le bon fonctionnement des institutions de la République démocratique du Congo à l'issue de son mandat peut, sur base de l'interprétation de certains textes, être considéré comme de la haute trahison. Merci. Je vous en prie.